Donc, bonjour à vous tous et merci d'être parmi nous. Il me fait plaisir de vous accueillir pour l'événement La crise des surdoses au Québec, des données aux actions. Je me présente, Karine Hudon, je suis la coordonnatrice de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons eu plusieurs inscriptions, plus de 300 personnes nous accompagnent aujourd'hui pour cette activité. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par les fonds du programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en collaboration avec l'Institut universitaire sur les dépendances. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre équipe. Rapidement, l'équipe est constituée de professionnels de recherche et on offre un soutien aux équipes qui œuvrent dans les services de dépendance et itinérance du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. En recueillant des données probantes, nous créons des outils, des activités de transfert de connaissances et des espaces de concertation. Nous avons une ligne téléphonique dédiée et une adresse courriel pour répondre aux besoins des cliniciens et des gestionnaires. De plus, nous pouvons compter sur un réseau d'experts consultants des 4 coins du Québec. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web à l'adresse dépendanceitinérance.ca. Alors, allons-y avec la raison de notre rassemblement aujourd'hui. L'activité est constituée en 2 parties. La première, des données aux actions, est en direct et vous proposera 2 présentations. Et la seconde, une opportunité à saisir, implanter un site de prévention des surdoses, est disponible sur notre site web. Vous avez reçu le lien ce matin pour pouvoir voir les activités et ma collègue Annie va s'assurer de mettre dans le clavardage le lien pour pouvoir avoir les activités en différé sur la deuxième partie, une opportunité à saisir, implanter le site des préventions des surdoses. Tout au long de la rencontre, je vous invite à utiliser le clavardage pour pouvoir nous partager vos questions. Et de cette façon-là, nous allons pouvoir nous assurer de les transmettre aux conférenciers, car après chaque présentation, nous avons une période de 15 minutes. Donc, de cette façon, je pourrai m'assurer autant que possible de remettre l'ensemble de vos questions à nos invités. Je vous invite également de bien vouloir répondre au sondage d'appréciation que nous avons fait. Ma collègue Annie va aussi vous le partager dans le clavardage. C'est important pour nous d'avoir une rétroaction et de s'assurer qu'on répond bien à vos besoins. Cela étant dit, j'inviterai ma collègue Dr Marie-Ève Goyer, directrice scientifique de notre équipe et médecin à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, à se joindre à moi pour vous exposer le contexte qui entoure cet événement. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, et c'est vraiment aussi un honneur pour moi d'être la directrice scientifique de cette merveilleuse équipe que je remercie d'avoir permis cet événement-là aujourd'hui. C'est beaucoup de travail en coulisses pour y arriver. Sans plus tarder, je souhaite mettre la table à la raison d'être de l'événement aujourd'hui. Vous le savez comme moi, on est très pris dans la COVID, mais on sentait le besoin aussi de se rappeler qu'avant la COVID et exacerbé par la COVID, il y avait et il y a toujours encore plus une crise des surdoses. Et on voulait reprendre l'opportunité de pouvoir remettre cette crise-là à l'avant-plan, de pouvoir continuer à discuter ensemble, à trouver des solutions novatrices, mais aussi réaliser que dans les populations dont on va parler aujourd'hui, donc les populations en situation de précarité, les personnes aux prises avec une dépendance ou en situation d'itinérance, actuellement, les enjeux que la plupart d'entre vous avaient, c'est beaucoup plus des enjeux liés à la consommation de substances qu'à la COVID comme telle. Donc oui, COVID nous a amené à devoir, je pense, surpasser et pouvoir implanter des choses que ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on voulait implanter, mais à réaliser aussi qu'actuellement, dans nos populations, l'enjeu n'est pas tant la COVID comme telle que toute la gestion de l'intoxication ou du risque de sevrage. Et c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on fait l'événement aujourd'hui. On souhaite vous présenter plusieurs outils, plusieurs choses qui ont été faites pour vous faciliter la vie, pour pas que vous ayez à réinventer la roue et pour que vous puissiez gagner du temps. Mais aussi pour qu'on puisse continuer cette conversation-là qu'on avait commencé avant COVID. Donc, très brièvement, je vous rappelle les chiffres un peu plus au niveau des opioïdes. On est à 1450 décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou aux drogues entre juillet 2017 et septembre 2020. Mais comme vous le savez, fort probablement une augmentation de 51% des décès par surdose entre mars et juin dernier et une augmentation des surdoses mortelles depuis mai 2020.
La plupart de ces surdoses-là sont liées à des polyintoxications. Donc, on ne peut plus réfléchir les opioïdes en silo, bien évidemment. Et 50% des personnes qui sont décédées ont été retrouvées par un proche, avec tout ce que ça veut dire comme opportunité d'intervention et comme enjeu. On se rappelle aussi qu'on est à la fin d'une stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre qui comportait 7 champs d'action que vous voyez ici, qui ont permis plein de choses grâce à cette stratégie-là ou poussées par cette stratégie-là, dont, entre autres, le fait de déployer à plus grand essor l'analoxone, le fait aussi d'avoir un nouveau guide des ordres professionnels sur les traitements agonistes opioïdes avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de doses à emporter, qu'on a utilisé plusieurs professionnels, les policiers, les ambulanciers, avec l'analoxone, qu'on a déployé à plus grand essor le projet Profane, etc., etc. Donc, beaucoup de choses qui ont été faites, l'étude de faisabilité sur l'injectable, l'étude de faisabilité sur le drug checking, donc plusieurs choses qui ont avancé, mais aussi encore plusieurs enjeux qu'on souhaite soulever aujourd'hui, qu'on souhaite remettre sur la table pour qu'on continue la discussion. Donc, il reste encore des croûtes à manger par rapport à l'accès à naloxone dans toutes les équipes, en carcéral, en milieu, à l'urgence, etc. Rappelons-nous que nous avons à l'heure actuelle au Québec 3 traitements agonistes oraux, méthadone, buprenorphine, naloxone et morphine longue action. Ils ne sont pas déployés encore tous les 3, ils ne sont pas disponibles partout. Il y a encore des délais d'attente et des régions où l'accès à un traitement agoniste est très difficile. Et nous avons eu la chance, entre autres avec notre équipe, de pouvoir travailler beaucoup sur l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, vraiment, une nouvelle carte à notre arc pour aller prévenir les surdoses et aller rejoindre les gens en situation de précarité pour tenter de retirer rapidement ces personnes-là du marché illicite. Et je vais revenir en deuxième partie là, dans ma présentation tout à l'heure sur l'approvisionnement plus sécuritaire. Mais aussi, on va vous inviter à regarder nos capsules là-dessus, un enjeu de comment peut-on déployer à grande échelle des centres de prévention des surdoses, surtout actuellement où la COVID nous permet des mesures allégées, ça devient beaucoup plus simple que nos anciennes mesures de services d'injection supervisés. Rendre disponible et déployer là où sont les personnes l'analyse de substances et bien sûr, de façon beaucoup plus macro, bien, probablement que toutes ces mesures-là ne seraient pas nécessaires et tout ce branle-bas de combat-là ne serait pas nécessaire si on regardait les politiques sur les drogues et si l'usage de substances n'était pas criminalisé. Donc, une réflexion plus globale sur les politiques publiques qui entraînent beaucoup de stigmas pour nos personnes. Donc, je pense que les politiques publiques et le stigma sont vraiment les deux grandes épées de Damoclès là, qui sont encore au-dessus de notre tête actuellement. Alors, je m'arrêterai là-dessus. C'est vraiment juste une préambule pour souligner en fait le besoin de continuer cette conversation-là, même dans les temps complexes dans lesquels on est actuellement avec la COVID. Et je repasserai la parole à Karine. Alors, bon visionnement à tous et je vous rappelle qu'il y a vraiment une moitié après qui est en différé là, à écouter si ça vous intéresse sur notre site et qui est disponible dès maintenant. Merci Marie-Ève. On peut arrêter le partage d'écran et j'inviterai Thierry Lefrançois à ouvrir sa caméra et son micro pour se joindre à moi. Donc, j'inviterai Marie-Ève à revenir avec nous pour pouvoir nous présenter la partie intitulée Un continuum de réponses pour faire face aux surdoses. Bonjour tout le monde. En fait, la réflexion qu'on souhaite avoir avec vous cet après-midi, c'est vraiment de voir non pas la consommation comme quelque chose de dichotomique, mais de voir l'ensemble des réponses qu'on peut amener partout sur le continuum. Et c'est un peu comme ça qu'on souhaite vous le présenter et aussi vous montrer ou discuter de plusieurs choses qui sont possibles en fonction de où vous vous situerez sur le continuum. Et de vous faire remarquer que les réponses qui peuvent être fournies pour quelqu'un qui a un trouble de l'usage de substances peuvent aller bien sûr de la fameuse abstinence, mais si c'était aussi simple que ça, on ne serait pas tous là aujourd'hui. Mais de voir qu'entre l'abstinence et
le traitement ou même l'approvisionnement plus sécuritaire, il y a vraiment un spectre complet de réponses dans lesquelles on peut s'inscrire dépendant de l'offre de service et de l'organisation de service qu'on a. Allant de simplement, entre guillemets, tolérer l'intoxication sur place ou voire même que les personnes puissent consommer leur propre substance, qu'elle soit licite ou pas, au sein de votre organisation, allant jusqu'à superviser cette consommation-là de façon un petit peu plus formalisée ou encadrée, ou aller une étape plus loin, qui est la gestion de la consommation. Donc, on pense entre autres, par exemple, à des sorties cigarettes sur une unité d'isolement ou la gestion de la consommation d'alcool dans les programmes de gestion d'alcool, jusqu'au bout complet où on est dans de l'approvisionnement plus sécuritaire, qui est un synonyme de la pharmacothérapie de remplacement, là, où, comme vous le voyez, la définition en bas de l'écran, on va remplacer des substances psychoactives qui sont achetées sur le marché illicite par des substances prescrites dans un but vraiment de réduction des surdoses, puisqu'on connaît la substance et qu'elle est toujours la même, qu'elle est contrôlée et qu'elle est fiable, la quantité est la même d'une fois à l'autre. C'est un peu ce regard-là qu'on veut avoir avec vous cet après-midi et que la COVID nous a obligés à faire, à déployer des outils et des solutions à chacun des endroits de ce spectre-là. La première étape qu'on s'est rendu compte, et je pense dans lequel collectivement nous avons été tous mis à contribution, c'est de se dire il faut pouvoir être très au clair quand, par exemple, vous êtes une direction santé mentale et dépendance et que vous allez travailler de façon complémentaire avec un organisme communautaire ou que vous êtes un organisme communautaire, de savoir qu'est-ce que c'est une intoxication sévère ou une surdose ou c'est à ce moment-là où cette personne-là n'est plus en sécurité chez moi. Il faut vraiment qu'on se mette collectivement au clair sur les limites à ne pas dépasser ou comment peut-on assurer collectivement la sécurité. Et c'est pour ça qu'on vous propose d'abord 3 outils, et tous ces outils-là se retrouvent là, sur notre site web, comme vous le voyez ici, ça va être mis dans le clavardage. Un sur une intoxication sévère ou une surdose aux opioïdes, qui est peut-être celle qu'on connaît le mieux, mais encore, il y a des enjeux spécifiques si vous allez avoir des gens en hébergement ou qui vont dormir chez vous. L'autre, c'est l'intoxication sévère à l'alcool, pour laquelle, encore une fois, on est très, très souvent confronté, mais aussi l'autre côté de ce spectre-là, quand est-ce que la personne tombe en sevrage d'alcool et comme, par exemple, comme personne utilisatrice, comme organisme communautaire, comme infirmière, je dois me dire que là, on s'en va vers de la dangerosité et finalement, toute autre substance. Et ce qu'on souhaite, c'est vous proposer vraiment des outils adaptés où on a des grands messages clés et on ne s'enfarge pas trop dans les fleurs du tapis parce que ça peut devenir très, très fastidieux si on rentre dans les détails. Est-ce que sa fréquence cardiaque est comme ci? Est-ce qu'il y a tel symptôme? Et on se rend compte que quand on regarde d'une façon macro, ce sont toujours pas mal les mêmes endroits où la sécurité s'arrête. Et on est capable de fixer des normes très, très claires, je pense, pour que les gens demeurent en sécurité. Tout d'abord, on doit s'entendre sur les termes, et ces termes-là, on les a présentés dans nos outils. Donc, une intoxication, c'est un moment où des fonctions du corps sont perturbées, altérées, et l'intoxication est aussi un spectre. Donc, ce n'est pas parce que la personne arrive en intoxication légère qu'elle ne pourra pas bouger vers une intoxication sévère jusqu'à la surdose, qui est une quantité de substance qui dépasse la capacité sécuritaire de l'organisme à supporter, et elle peut être mortelle ou non. Donc, on pense à des surdoses d'opioïdes, mais aussi d'alcool ou de psychostimulants. Mais l'autre chose qui ne doit pas être oubliée, c'est les risques associés au sevrage. Vous avez beaucoup commenté dans le chat sur le GHB. Rappelons-nous que l'alcool, le GHB, les benzodiazépines et les barbituriques, on n'en a plus vraiment, il reste peut-être un petit peu de fiorinal à gauche et à droite. Je serais curieuse que vous nous disiez dans le chat si vous voyez encore des barbituriques. C'est encore, en tout cas ici, moi j'en vois presque plus. Mais rappelons-nous que quelqu'un qui consomme ces substances-là de façon régulière, qu'il y a une dépendance, s'il arrête tout d'un coup, parce qu'on le met en isolement, parce qu'on l'hospitalise,
il peut y avoir une dangerosité et on doit aussi être capable, peu importe où on travaille, de reconnaître ces symptômes-là parce qu'ils sont tout aussi, sinon plus, des fois dangereux que la surdose. L'autre chose qu'on souhaite important de dire, c'est certains principes généraux d'intervention, peu importe le type d'équipe dans lequel vous travaillez. Donc, évidemment, on doit avoir un mécanisme pour se transférer les patients qui nous inquiètent. Spécifiquement, en plus, si on est un endroit où il y a de l'hébergement et quand il y a des changements de corps, de se dire, bien, parmi les gens qui sont chez nous aujourd'hui, surtout actuellement où nos ressources sont surchargées, on travaille avec du personnel nouveau, on a beaucoup d'usagers qui ont besoin de nous, c'est qui les personnes qui vous inquiètent et que vous voulez que la personne, après vous, continue de surveiller? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? On pourrait presque se dire que ce qu'on doit surveiller, c'est presque juste deux choses. C'est peut-être un peu trop résumé, là, me direz-vous, mais quand même, qu'est-ce qui nous inquiète globalement? Quelqu'un qui a une respiration difficile, c'est-à-dire qui ronfle, qui gargouille, qui respire peu fréquemment, c'est laborieux, ou quelqu'un qui n'est pas capable de rester éveillé, avec toutes les déclinaisons de ne pas être capable de rester réveillé. Ces deux cas de figure-là, si vous avez à enseigner deux seules choses à surveiller, c'est probablement ces deux choses-là. Et quand la respiration ne va pas bien ou l'état de conscience ne va pas bien, bien, probablement qu'on est à la limite, à part si vous travaillez dans un hôpital, on est à la limite de la capacité de notre organisation à garder cette personne-là de façon sécuritaire. Aussi, transférer le message à nos équipes qu'il reste encore le mythe populaire que je n'ai pas besoin de donner de l'analoxone à ce patient-là, il consomme juste de l'alcool ou il consomme juste de la cocaïne. Donc, de se dire qu'à partir du moment où il y a de la consommation sur le marché illicite, je pense que la conférence précédente vient de bien le démontrer. Ce n'est pas parce qu'on pense acheter du dilodide qu'on consomme du dilodide. Ce n'est pas parce qu'on pense acheter de la cocaïne qu'elle n'est pas contaminée avec des opioïdes. Donc, rappeler que l'analoxone, dans le doute, doit être donné tout le temps et qu'il n'y a pas de danger à le donner si jamais ce n'est pas ça qui a été consommé. L'autre chose qu'on se rend compte, c'est que les unités d'isolement COVID nous montrent l'importance de déployer une espèce de questionnaire à l'entrée, de discussion ouverte avec la personne sur sa consommation, pour qu'on sache qui consomme et pour qu'on ait un peu une idée, mais aussi pour que la personne se sente en confiance de révéler ça. Ça, c'est souvent quelque chose qui est oublié, et d'avoir un plan très, très clair de qu'est-ce qu'on fait en cas de surdose dans l'organisation. On ne se prépare jamais assez pour une surdose. Où est l'analoxone? Qui appelle le 911? Qui fait quoi? Où est le matériel? Où est le défibrillateur? Donc, c'est des choses qu'il faut reviser, qu'on soit un organisme communautaire, qu'on soit une clinique médicale, parce que quand ça arrive, bien, on voit qu'il y a beaucoup de désorganisation. D'adapter les mesures de prévention en fonction du type de service offert. Donc, bien sûr, encore une fois, quand il y a de l'hébergement ou des gens qui dorment sur place, on rentre dans des enjeux un peu plus complexes où il peut y avoir des gens qui vont se retrouver seuls dans des douches, dans une toilette, où il faut avoir des mécanismes adaptés à l'offre de services qu'on a et de pouvoir surveiller les personnes qui nous inquiètent dans les lieux d'hébergement, peu importe la façon dont on le fait. Donc, on peut aller cogner à la porte de temps en temps, on peut avoir un détecteur de mouvement, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup d'endroits où des personnes peuvent être intoxiquées et faire une surdose sans que personne s'en aperçoive. Et de toujours avoir en tête aussi, en fonction de qui vous êtes, puis c'est quoi votre offre de service localement, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens? C'est sûr que les 14 jours d'isolement du COVID nous ont permis d'avoir accès à des personnes. Donc, quel beau momentum pour dire est-ce que tu veux en profiter pour commencer un traitement de ta dépendance à l'alcool, ta dépendance aux opioïdes. Et sinon, est-ce qu'on peut remplacer ou te fournir ces substances-là pour éviter un sevrage provoqué contre ton gré aussi à la personne pendant la période d'isolement pour dire quelque chose. Alors, je passe en revue vite nos outils. Ils sont très beaux, on est très fiers. Vous irez les voir. Mais juste pour vous montrer en lumière là, comment on a positionné des messages clés qui sont très, très simples. Quelqu'un qui est intoxiqué à l'alcool, il y a globalement deux choses à retenir. Si la personne est inconsciente et qu'elle vomit
il y a un risque d'étouffement et d'aspiration, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc, spécifiquement, quelqu'un qui est très, très intoxiqué, il y a un enjeu à laisser dormir cette personne-là sans surveillance. Et c'est un enjeu surtout vrai pour les gens qui vont permettre qu'on dorme sur place, que vous soyez une halte chaleur ou un hébergement en itinérance pour dire quelque chose. Donc, d'avoir une façon de dire, les personnes qui sont intoxiquées, on peut les laisser dormir pour décanter, mais à ce moment-là, il doit y avoir une surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'aspiration et de vomissement. Pour un sevrage à l'alcool. Donc, là, le pendant de la chose, vous êtes à un endroit où il n'y a pas de consommation possible, pour dire quelque chose, et là, vous avez des individus qui sont dépendants à l'alcool qui vont tomber en sevrage. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, il faut reconnaître, même si vous décidez de fournir l'alcool, ça se pourrait que la personne n'ait pas assez d'alcool pour son confort et tombe quand même en sevrage. Donc, on se rappelle collectivement que les sevrages d'alcool peuvent mettre la vie en danger. Les gens peuvent convulser, peuvent halluciner, peuvent tomber en délirium tremens, ils vont être confus, ils vont être désorientés. Mais habituellement, si on se fie à des tremblements, de la sueur, et qu'on sait, parce que la personne nous le dit, qu'elle est consommatrice d'alcool, on va être capable de s'en rendre compte précocement. Et là, en fonction de l'organisation dans laquelle on travaille, peut-être que notre choix sera de dire, nous, on offre quelques consommations d'alcool pour abaisser ça, ou on doit référer vers l'hôpital, ou la personne doit quitter l'établissement pour aller retourner à la consommation pour ne pas qu'elle mette sa vie en danger. Pour les surdoses aux opioïdes, comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même peut-être un peu plus habitué à réagir à cet égard-là, mais même réflexe à avoir. Quelqu'un qui a de la difficulté à respirer ou quelqu'un qui a de la misère à rester éveillé, elle doit être surveillée, elle ne doit pas aller se coucher, elle ne doit pas rester seule, il doit avoir quelqu'un qui l'accompagne. Et encore une fois, ça va être très difficile de repérer les gens qui pourraient être en danger si ces personnes-là n'ont pas eu l'espace pour communiquer qu'elles ont consommé. Et il y a eu des enjeux pour, encore là, des zones d'isolement COVID, quand des personnes vont consommer et qu'on n'est pas au courant et qu'ensuite elles vont dormir dans leur lit et qu'elles ne se réveillent pas. Donc, de là l'importance du questionnaire à l'entrée, d'avoir une discussion franche et de pouvoir, peut-être, si vous êtes un milieu où il y a des gens qui dorment, d'avoir des tournées de façon répétée pour s'assurer est-ce que la personne respire, est-ce que j'objective qu'elle a des difficultés respiratoires, pour s'assurer qu'il ne se passe rien pendant la nuit ou pendant le sommeil des personnes. Pour les polyintoxications, bien sûr, là, en fait, pour les intoxications qui ne sont pas à alcool ou opioïdes, c'est sûr qu'il se cache là-dedans une multitude d'autres substances, des dépresseurs, des stimulants, des perturbateurs. Mais encore une fois, si on met de côté, par exemple, la personne qui prendrait des psychostimulants et qui va vous dire « j'ai une douleur thoracique » ou qui va devenir très, très paranoïde et tout ça, globalement, l'ensemble des symptômes qui devraient nous inquiéter, parce que c'est sûr que si la personne vous dit « j'ai une douleur thoracique », vous allez penser d'appeler le 911. Si la personne devient complètement paranoïde puis elle est vraiment pas bien, c'est sûr qu'on va réagir spontanément puis ça va déclencher une intervention. Mais c'est les gens qui vont, encore une fois, devenir moins conscients ou qui vont avoir des difficultés respiratoires qui risquent de passer sur le radar. Donc, encore une fois, on se rabat presque toujours à ces deux mêmes symptômes-là pour mettre la ligne à ici, il faut intervenir et il ne faut pas laisser cette personne-là seule et penser à avoir des services d'urgence. Et donc, retournons à notre continuum une fois qu'on a ça en tête. Parce que ce que je vous ai montré, c'est un peu les grandes balises pour outiller vos intervenants, peu importe où est-ce qu'ils soient, à c'est quoi nos limites et qu'est-ce qu'on doit surveiller. Une fois qu'on a ça puis qu'on est à l'aise avec ça, c'est un sevrage d'alcool qui va mal, puis ça, c'est une personne qui a consommé qui commence à présenter des risques de dangerosité, bien là, on peut déployer l'ensemble du continuum qui est là. Et les deux premiers, qui sont les plus simples, qui ne répondent pas à tous les besoins, bien sûr, bien, c'est de tolérer que les personnes viennent en état de consommation ou voire même que les gens consomment sur place. Ça demande
peu de sous, c'est simple, ça peut se faire du jour au lendemain si on a bien intégré les outils que je viens de vous montrer. On a plusieurs documents qui soutiennent la tolérance à l'intoxication ou à la consommation sur place, dont un avis de l'INES qui est très utile, je trouve, qui nous rappelle qu'en période de COVID, entre autres pour l'alcool et la cigarette, nos organisations du réseau de la santé, des services sociaux et communautaires devraient revoir leur politique au niveau de l'alcool et du tabac si elles sont trop restrictives pour permettre un peu plus de souplesse. Et vous avez au milieu à la droite les documents de l'ICRAS qui vous donnent vraiment tous les trucs et les guides pour permettre d'encadrer adéquatement que les gens viennent intoxiquer ou qu'ils consomment sur place. Nous avons d'ailleurs produit un outil québécois à cet égard qui vient vraiment vous aider, et là, on est dans un outil organisationnel pour tolérer la consommation dans des unités d'isolement, mais vous pourriez l'utiliser même si vous n'êtes pas une unité d'isolement. Et ce que cet outil-là va venir faire, c'est vraiment chacune des étapes que je viens de vous expliquer précédemment. Il va venir vous faire des propositions que vous pourrez adapter localement sans problème, justement sur quelles questions on devrait poser minimalement quand on accueille des gens dans une unité d'isolement pour savoir qu'est-ce qu'ils consomment, en quoi on s'engage respectivement, nous et la personne, au niveau du code de vie, s'il est pour avoir de la consommation. Parce que c'est souvent là où vous allez devoir être très, très explicite. Si vous tolérez la consommation sur place, où les gens viennent intoxiquer, il faut des balises claires sur jusqu'où on tolère et quand est-ce que ça devient trop, en termes de comportement, en termes de dangerosité, en termes de respect des droits des autres aussi. Et donc, on vous a fait vraiment une boîte à outils pour vous soutenir au niveau de quoi vous avez besoin comme question, de quoi vous avez besoin comme matériel, de quoi vous avez besoin comme procédure et bien évidemment, minimalement, que votre organisation soit formée pour administrer la naloxone, qu'il y ait de la naloxone sur place et au RCR, à la réanimation cardio-respiratoire. Ensuite de ça, on avance dans le continuum et là, on est dans la supervision de la consommation. Je pense que s'il y a une chose qui a beaucoup bougé, en fait, il y a deux choses qui ont beaucoup bougé pendant la COVID. Il y a la supervision de la consommation et l'approvisionnement plus sécuritaire. Ce qu'on voit, c'est que la COVID nous permet maintenant d'implanter des sites de prévention des surdoses de façon beaucoup plus simple. Et à cet égard, je vous invite à aller visionner justement le vidéo dont Jérôme va vous parler tout à l'heure, mais aussi ma discussion avec Richard Cloutier qui nous explique vraiment tout ce qu'on doit faire pour procéder à l'implantation d'un service de consommation supervisé. De façon très, très générale, on est très loin de la lourdeur de nos services d'injection supervisée de jadis et on est plus dans un modèle prévention des surdoses très, très simple. La COVID a allégé ce processus-là pour vous faire une histoire courte, peut-être un peu trop écourtée, mais quand même, si vous voulez prévenir les surdoses et avoir un site de prévention des surdoses chez vous, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer à votre santé publique régionale et travailler conjointement avec elle où est le site, qu'est-ce que vous allez faire, qui fait quoi, donc vraiment le fonctionnement de votre site de prévention, de démontrer pourquoi il y a un besoin dans votre région et de montrer vos procédures, surtout liées aux substances illicites. Donc, vous pouvez montrer toutes vos procédures de réanimation, mais ce qui est obligatoire, c'est vraiment au niveau de quoi faire s'il y a des drogues qui sont laissées sur place, s'il y a des vols de drogue, comment vous allez prévenir le trafic et d'avoir un responsable de site. Donc, on est dans une version hyper épurée de la chose et vous voyez en bas de la diapo un peu la trajectoire d'une demande. Donc, il y a un organisme, que ce soit un organisme communautaire ou quelqu'un dans un CCIUS qui va faire une proposition, aller vers sa direction régionale de santé publique. Ensuite de ça, on doit voir, avez-vous besoin d'un budget? Et quand vous êtes un organisme communautaire, ça serait à voir via la stratégie nationale pour prévenir les surdoses. Si vous êtes le réseau, normalement, ça doit se faire à même votre budget. Et ensuite de ça, une fois que votre document est terminé, la santé publique régionale propose au directeur de santé publique nationale.
tout ce que je vous dis est dans notre boîte à outils sur comment mettre en place un site répondant à un besoin urgent de matière en santé publique. Donc, le SBUP, c'est la même chose qu'un site de prévention des surdoses. C'est un synonyme. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la version très simplifiée d'un SIS, un service d'injection supervisée, avec ou sans le réseau de la santé présent sur place. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des intervenants du réseau de la santé obligatoire. Toujours un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Et dans cette boîte à outils-là, vous allez vraiment retrouver plusieurs choses. Donc, tout ce que vous devez inclure comme document, mais aussi des exemples de régions qui en ont fait, de leurs protocoles. Donc, vraiment, l'ensemble des outils qui pourraient vous être nécessaires pour pas que vous ayez à réinventer la roue. Et à la droite complète du spectre, on arrive dans justement la gestion de la consommation et l'approvisionnement plus sécuritaire, des mesures qu'on avait très peu vues avant la COVID et qu'on souhaite qui vont demeurer même quand la COVID va partir, on le souhaite bientôt. Et je pense qu'il y a quand même de grands enjeux qu'on doit voir venir collectivement avec la gestion de la consommation. Et quand je parle de gestion de la consommation, je parle entre autres, pour vous donner un exemple, dans les unités d'isolement COVID, où des personnes vont devoir, en raison de la COVID, être isolées, mais qui n'ont pas nécessairement besoin ni le goût ni demander à arrêter leur consommation. Et donc, si on ne permet pas de la consommation sur place et si on ne soutient pas la personne pour qu'elle ait accès, par exemple, à de l'alcool, à de la cigarette ou à du cannabis, bien, l'alternative, c'est un sevrage forcé. Et je pense qu'il faut quand même se rendre compte collectivement que c'est ça qu'on fait depuis longtemps, par exemple, quand des gens sont hospitalisés pour autre chose. Un utilisateur de drogue injectable qui est hospitalisé pour une endocardite, bien souvent, il va être forcé de faire un sevrage d'opioïdes ou de cocaïne, alors que ce n'est pas la raison de son hospitalisation et c'est probablement pas son souhait. C'est évidemment pas toujours bien vécu et on est en plein dans le principe éthique d'autonomie du patient. On est en train de décider à la place de la personne qu'elle doit arrêter sa consommation. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, vous savez mieux que moi, ça peut donner lieu à de la consommation en cachette parce que la personne n'est pas bien. Et plus c'est caché, plus c'est risqué. De là, ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance d'ouvrir sur la consommation parce qu'on ne veut certainement pas que nos personnes se retrouvent à consommer dans des zones où il n'y a pas de surveillance et qu'ils puissent tomber en surdose sans que personne s'en rende compte. C'est malheureusement encore trop vrai. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on voyait avant COVID, mais qui est exacerbé actuellement, c'est que les gens refusent de se faire tester pour la COVID, refusent d'être isolés, quittent. Et c'est quoi l'alternative à ça? Bien, des fois, ça se termine par des ordonnances d'isolement où les gens sont forcés d'être en milieu hospitalier contre leur gré et tombent en sevrage. Donc, vous vous imaginez donc toutes les conséquences de cela, alors que ça aurait pu être très, très simple. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi dans la plupart des régions. Quand on fait une offre minimale de gérer la consommation ou de remplacer des substances, les gens sont contents, ça se passe bien et on évite tous les refus de traitement et toutes les ordonnances d'isolement. Par contre, si on fait ça, donc si vous décidez dans votre organisme communautaire, dans votre hôpital, dans votre unité d'isolement COVID, de, par exemple, donner accès à de la consommation, mais de façon encadrée, il faut, dans la période où on est, prendre en compte le risque de contamination COVID. Donc, qu'est-ce qui se passe pour de quelque chose si les personnes qui sont dans mon unité d'isolement en zone rouge peuvent aller fumer et qu'ils ont contact avec des gens qui sont en zone jaune ou en zone orange. Donc, il faut voir venir ce genre d'enjeu-là. Et c'est pour ça que la gestion de la consommation avec des balises très, très claires et souvent même des horaires de consommation permet non seulement de gérer le fait que les gens ne se rendent pas jusqu'à une intoxication très, très dangereuse, mais aussi pour nous permettre d'encadrer le risque de contamination, par exemple dans une sortie de cigarette où il pourrait y avoir échange de cigarettes entre des gens à différents niveaux de risque COVID.
Par contre, on se bute actuellement à la rigidité des règles d'établissement. Vous le savez mieux que moi, c'est très, très difficile de vendre dans un centre hospitalier, surtout actuellement, d'avoir une certaine souplesse au niveau du tabac et des gens qui feront des entrées et sorties. Même chose pour nos centres de réadaptation. Et ça, c'est sans parler l'idée d'avoir, par exemple, de l'alcool qui pourrait être disponible en hôpital, en CHSLD, etc., etc. Mais force est de constater que c'est pas tout le monde qui va à l'hôpital qui veut arrêter l'alcool et c'est pas tout le monde qui va en centre de réadaptation en dépendance qui est prêt à arrêter l'ensemble des substances. Donc, on voit aussi ça, des gens qui vont venir faire un sevrage, mais qui ne voudront pas nécessairement faire un sevrage de l'ensemble des substances. Ensuite de ça, dans les grands enjeux, ben, il y a qui paye. Donc, si vous avez quelqu'un qui va se retrouver dans une unité d'isolement COVID et qui a besoin de cigarettes, de cannabis ou d'alcool, est-ce que c'est l'institution qui va payer ça? Avez-vous une fondation qui est à l'aise ou est-ce que c'est la personne qui doit payer? Et si c'est la personne qui doit payer, bien, quoi faire avec nos personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent? Et ça peut donner lieu à ce moment-là à des visites ou des gens qui viennent amener des substances pour soutenir la personne si elle n'a pas de sous pour s'en payer. Et ça nous amène aussi à réfléchir sur sommes-nous étanches? Étanches dans le sens où si vous voulez remplacer, pour dire quelque chose, l'alcool ou fournir l'alcool dans l'endroit où vous êtes, mais que vos personnes vont aussi se procurer de l'alcool à l'extérieur, comment on fait pour soutenir ça et que ça ne soit pas dangereux? Même chose si vous remplacez, pour dire quelque chose, des opioïdes, vous prescrivez des opioïdes, mais que les gens continuent de sortir ou peuvent sortir pour s'acheter en plus de l'héroïne ou s'acheter du Zilodid sur le marché illicite, pour dire quelque chose. Comment est-ce qu'on gère la prescription en plus du fait que la personne pourrait obtenir avec les enjeux de dangerosité qui peuvent venir à ce moment-là? Et finalement, bien, on en a parlé beaucoup depuis le début, mais la plupart de ces mesures-là, donc les programmes de gestion de l'alcool, la prescription de Dilaudid pour remplacer, souvent elles sont temporaires dans des unités, dans des mesures d'isolement où tout ça a été déployé grâce à la COVID, mais qu'est-ce qui va arriver de tout ça après, alors qu'on sait très bien que ces mesures-là étaient nécessaires bien avant. Et qu'est-ce qu'on fait avec la personne à qui on a offert de remplacer son alcool ou offert de remplacer son héroïne par du Dilaudid prescrit pendant un temps quand il sort de chez nous et que sa période d'isolement est terminée? Donc, qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on laisse cette personne-là sans rien? Puis ça amène des enjeux éthiques, là, justement, de suivi à long terme de ces personnes. Pour ce qui est des programmes de gestion de l'alcool, spécifiquement, encore une fois, déployés dans la période COVID, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent les organismes communautaires qui sont les mieux placés pour rejoindre les personnes et qui ont en plus le volet hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Et donc, de là, l'importance que le réseau soutienne ces organismes communautaires-là pour les outiller à bien différencier le sevrage et l'intoxication. Donc, ça revient un peu aux outils que je vous ai présentés en début de présentation. Si on est pour avoir un programme de gestion de l'alcool dans un hôpital, dans un CCSIUS ou dans un organisme communautaire, il faut qu'on ait des balises très, très claires sur qui fait quoi. Et s'il n'y a pas d'infirmière pour évaluer la personne, mais que ce soit clair pour l'intervenant communautaire, est-ce qu'il lui donne une dose d'alcool ou il est trop intoxiqué, ou est-ce qu'il commence à démontrer des symptômes de sevrage même avec l'alcool que je lui donne, et là, je devrais m'inquiéter pour cette personne-là que peut-être mon programme n'est pas suffisant. Ce qu'on voit aussi, c'est vraiment le besoin de clarifier si vous êtes pour faire un programme de gestion d'alcool. Est-ce que vous faites de l'alcool de courtoisie, c'est-à-dire on prend un petit verre, puis si on ne le prend pas, c'est pas si grave, mais ça, on est habitué de prendre un verre et on souhaite continuer de le faire dans l'endroit où on va dormir, où on va vivre, qui n'est pas du tout la même chose qu'un programme de gestion d'alcool qui est destiné aux personnes qui, s'ils ne prennent pas de l'alcool, vont tomber en sevrage et qui ont vraiment une dépendance sévère à l'alcool. Donc, on est vraiment dans deux mondes et le besoin n'est pas du tout le même, mais bien sûr, c'est difficile
si ces deux populations-là se mélangent, ce qui est habituellement le cas, de comprendre pourquoi lui, il a ça, pourquoi moi, je n'ai pas ça. Donc, de là, l'importance d'avoir des critères très, très clairs et pour que la comparaison entre les personnes, elle va avoir lieu de toute façon, mais pour que ça soit compréhensible par les personnes qui sont sur place. Pourquoi moi, j'en ai 6 par jour, pourquoi lui, il y en a 14 par jour, comment ça fonctionne. Rendons-nous compte aussi collectivement que les programmes de gestion d'alcool ont été faits historiquement et sont disponibles dans plusieurs villes au Canada pour permettre surtout de la stabilité résidentielle. À la base des programmes de gestion de l'alcool, plusieurs d'entre vous, peut-être plus habitués avec le mot « wet », ont été faits pour permettre à des gens qui habituellement dorment à l'extérieur de pouvoir entrer dans nos organisations et ne pas tomber en sevrage et être confortables. Mais au Québec, on n'avait pas vraiment de programme de gestion de l'alcool avant la COVID et là, on se retrouve à le faire surtout comme programme temporaire pour permettre l'isolement COVID. Donc, encore là, qu'est-ce qu'on fait quand la personne quitte? On lui donne de l'alcool pendant 14 jours d'isolement, puis après ça, elle quitte. Ça peut être ça, mais rendons compte que l'objectif n'est pas du tout le même et que l'objectif ultime, c'est de pouvoir avoir ces programmes-là de façon pérenne pour permettre aux gens de demeurer en stabilité résidentielle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de prévenir un sevrage pendant 14 jours d'isolement. Et je terminerai donc sur l'approvisionnement plus sécuritaire. Comme je vous disais tout à l'heure, pharmacothérapie de remplacement, approvisionnement plus sécuritaire, safer supply, on est pas mal dans les mêmes synonymes pour vous montrer qu'on a plusieurs guides, en tout cas de plus en plus, et au Québec, celui qui a été fait par notre équipe là, que vous connaissez, je crois, mais celui de la Colombie-Britannique et de l'ICRAS, pour vous montrer aussi qu'on a fait vraiment des capsules pour l'application clinique de l'approvisionnement plus sécuritaire. Et pour qu'on continue cette conversation-là sur cette nouvelle mesure-là de prévention des surdoses, qui est une mesure vraiment en émergence. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai donné la définition, mais c'est une définition qui n'est pas coulée dans le béton. Qu'est-ce que l'approvisionnement plus sécuritaire? C'est une façon de remplacer ce que quelqu'un achète sur le marché illicite par une substance prescrite. Mais là où, à mon avis, et comme je vous dis, vous pouvez ne pas être d'accord parce que la définition est en émergence, on n'est pas dans une vision de traitement, mais on est vraiment dans une vision de santé publique où ce qu'on vise, ce n'est pas nécessairement que la personne arrête de consommer, voire pas tant qu'elle retrouve quoi que ce soit d'objectif, mais qu'elle ne décède pas. On est dans une vision de prévention des surdoses, de diminution de la mortalité et de la morbidité, mais le problème de ça, c'est qu'on est dans une relation individuelle entre un prescripteur et une personne. Et on est vraiment dans une pratique clinique émergente, balisée par les guides que je vous ai montrés tout à l'heure, mais encore très, très peu, qui met beaucoup de pression sur les épaules des prescripteurs parce que tout doit passer par la prescription quand on est dans des substances illicites. De là, l'émergence de plusieurs communautés de pratique à travers le Canada, dont la nôtre qu'on met en place. Et le fait qu'on est vraiment à tâtons et on avance, on recule, parce qu'on en a quelque chose de vraiment nouveau qui n'est pas encore déployé à grande échelle. La plus-value de l'approvisionnement sécuritaire, je pense que c'est important qu'on soit au clair là-dessus, surtout si vous êtes pour faire de l'isolement COVID, c'est qu'on est dans des substances prescrites, donc on n'a pas besoin de devenir un site de consommation supervisé. On n'a pas besoin d'exemption à la loi car il n'y a pas de substances illicites. Ce sont toutes des substances prescrites. Je vous le dis parce que ça peut être une mesure très rapide à mettre en place si vous êtes mal pris puis vous avez des personnes que vous devez isoler. Le temps de faire une demande d'exemption à la loi pour un site de prévention, ça peut prendre plusieurs jours, semaines, alors qu'une prescription médicale ou par une IPS, ben, c'est fait et la personne peut se l'injecter si c'est ce que vous décidez avec elle et vous n'avez pas besoin d'exemption à la loi pour faire ça. Vous avez besoin, encore une fois, de vous assurer d'avoir le matériel et de pouvoir superviser l'injection de façon sécuritaire et réagir s'il y a une surdose. That's it. Les particularités des milieux d'isolement COVID qui vont faire de l'approvisionnement plus sécuritaire sont les mêmes que pour un programme de gestion de l'alcool.
C'est-à-dire qu'on va se retrouver encore à pourquoi tu en prescris à lui puis pas à moi? Pourquoi tu en prescris plus à lui et pas à moi? Et est-ce que vous voulez prescrire juste pendant une période d'isolement? Qu'est-ce que vous allez faire avec la personne quand elle va quitter et va redevenir sur le marché illicite? Donc, COVID nous met face un peu à nos contradictions de on veut que ça se passe bien pendant la période d'isolement, puis après ça, on laisse la personne retourner dans la nature. C'est pas tout à fait confortable. Et donc, on a encore des grands enjeux. Je serais intéressée de vous entendre pendant la période de questions là-dessus sur pour qui on veut faire ça, c'est quoi l'objectif. On ne s'entend pas encore comme communauté de prescripteurs de Safer Supply sur c'est quoi l'objectif. On n'est pas à l'aise souvent d'avoir juste un objectif de prévention des surdoses parce qu'on est des cliniciens. Donc, on voudrait d'autres choses, mais en théorie, l'approvisionnement sécuritaire ne vise que la réduction des surdoses et le retrait du marché illicite. Et le problème actuellement, c'est le problème pan-canadien, c'est que ça prend des prescripteurs expérimentés pour aller de l'avant avec cette nouvelle pratique-là non balisée, prescrire des dizaines, c'est pas des centaines de milligrammes de dilodide. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, c'est souvent les mêmes cliniciens qui sont des personnes qui traitent la dépendance déjà. Et comme vous le savez, bien, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Donc, c'est difficile de déployer. Et les autres enjeux, ça va être, y a-t-il un risque? En tout cas, c'est certainement un enjeu que les prescripteurs sont en train de se poser. Y a-t-il un risque de diminuer l'intérêt pour les traitements conventionnels maintenant on prescrit du Safer Supply? Et si on veut vraiment que ça fonctionne, il faudrait pouvoir l'implanter à large échelle pour surpasser le marché illicite. Et on est très loin de ça actuellement avec le peu de prescripteurs qu'on a. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Ça fait vraiment un tour très, très large et l'objectif, ce n'était pas de pouvoir entrer dans le détail de tout ça, mais pouvoir vous montrer l'ensemble des choses qui ont été faites pour vous soutenir à travers le continuum, puis peu importe où vous vous situez, puis la capacité que vous avez, je souhaite que vous ayez compris qu'il y a des choses qui peuvent être faites et on a souhaité vous produire des outils pour vous soutenir à baliser ça, mais aussi à garder vos personnes en sécurité, mais aussi à outiller vos intervenants sans que ce soit trop lourd pour vous et que chaque région ait à recommencer là. Donc, merci beaucoup et je suis consciente que c'est beaucoup de stock. Je m'excuse si je vous ai assommé. Ça me fera plaisir là, de répondre à vos questions. Merci Marie-Ève. Oui, il y a eu plusieurs questions qui ont été lancées, donc je t'en partage quelques-unes. Il y en a une qui était plus une réflexion, puis je pense que c'est intéressant à regarder que Josiane nous a partagé dans le clavardage où elle disait « Est-ce que des centres de prévention des surdoses pour les femmes? On a des exemples en Europe qui existent. » Puis elle se posait la question « Qu'est-ce qu'il y en a ici au Québec? » Elle semblait dire qu'elle était au courant qu'il n'y en avait pas spécifiquement pour les femmes, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on réfléchit? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre, Marie-Ève, à la question de Josiane? Donc, s'il y a des centres de prévention des surdoses pour femmes seulement, puis Jérôme, peut-être que tu peux m'aider, là, mais dans le fond, vous allez voir dans la capsule qu'on a mise sur notre site, on voit un peu là, les centres de prévention des surdoses qui ont été faits jusqu'à maintenant au Québec. Il n'y a rien de for women only. Ceci étant dit, quand on regarde les services de consommation supervisés à travers le monde, on voit quand même des modèles où habituellement, en tout cas ce qu'on voit le plus souvent, c'est des plages horaires pour les femmes spécifiquement. Donc, il y a des moments où il y a des activités pour les femmes ou des plages horaires dédiées pour les femmes. Mais à ce que je sache, et puis vous pouvez me contredire là, dans le chat sans problème, je ne connais pas de SIS où il n'y a que des femmes dédiées pour des femmes, ce qui n'est pas effectivement une mauvaise idée. Puis peut-être que les gens qui travaillent dans les SIS actuellement pourraient aussi nous répondre, là. Mais cette mixité-là, homme-femme, a des pour et des contre, là, bien évidemment, mais ça fait quand même assez bien pour l'instant. Et je vous le dirais même que, là, peut-être que je change de sujet, mais c'est aussi ce qu'on voit pour les unités d'isolement.
il y a des enjeux. Certainement, il faut faire des adaptations locales, mais si on réserve certaines places, si on s'assure d'une sécurité et d'une approche adaptée, on voit quand même qu'on est capable d'avoir une mixité là, à travers l'ensemble des enjeux là, du continuum. Merci Marie-Ève. Il y a un autre truc important que je veux juste dire que si les gens l'ont vu, là, il y a Cédric de l'Outaouais qui a comme glissé un mot sur l'importance de, quand on pense à un centre de prévention des surdoses, de penser à la notion d'intimité. Parce que vous allez pouvoir voir dans la vidéo, là, si vous allez la consulter sur notre site web, des visites que Jérôme a fait auprès des différents centres. En Outaouais, c'est une petite roulotte qui est mise à l'extérieur. Vous allez pouvoir voir tout ça dans le beau vidéo que Jérôme a fait pour nous. Mais c'est justement, les gens disaient que l'intimité, c'est quelque chose d'important aussi quand vous allez réfléchir pour ceux qui veulent ouvrir des centres, de s'assurer de cette notion-là d'intimité. Sinon, Marie-Ève, il y avait une autre question. Alexandre qui posait la question, mais il y a des endroits où des sevrages sont comme obligatoires là, pour pouvoir y être ou avoir accès à des services. Puis là, il se posait des questions par rapport au sevrage cocaïne et speed. Il n'y a pas des moyens, justement, un peu comme ce qu'il y a dans notre guide, mais il aurait aimé ça t'entendre un peu sur c'est quoi les traitements ou les possibilités d'approvisionnement plus sécuritaire avec tout ce qui est cocaïne, speed. Bien, deux choses. C'est sûr qu'on n'a pas d'excellentes données sur quoi faire avec quelqu'un qui tomberait là, en sevrage de psychostimulants. C'est peut-être là où le bas blesse le plus. Comme ce sont des sevrages qui ne sont pas dangereux, c'est vrai qu'on a tendance des fois à les balayer un peu du revers de la main, alors que vous savez comme moi que ça rend les gens très, très inconfortables et ça engendre toutes sortes de conséquences. Ce qu'on voit beaucoup seulement chez nos collègues ontariens, puis chez nos collègues même dans l'Est, c'est vraiment un remplacement des psychostimulants avec des psychostimulants prescrits, donc nommément le Ritalin surtout. On a très peu d'expérience au Québec jusqu'à maintenant. On n'a pas eu je vous dirais en tout cas, moi et les endroits où je pratique, pas de grands essais ni de grands succès, mais nos collègues ontariens puis nos collègues dans l'Est semblent nous dire que c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et il y a une communauté de pratique de Safer Supply en Ontario où vraiment les gens semblent prescrire des doses assez impressionnantes là, pour certains patients quand c'est nécessaire. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on explore un peu plus. Dans notre guide de pharmacothérapie de remplacement, on s'est beaucoup basé aussi sur ce que nos collègues de la Colombie-Britannique font. Donc, oui, je pense que ça vaut la peine et d'en discuter au cas par cas. On a plein de personnes qui sont bien à l'aise de faire une pause de cocaïne et qui vont traverser ça tout à fait correctement, des fois avec un peu d'aide pour dormir et tout ça. Mais il y en a d'autres qui vont nommer très clairement qui ne sont pas capables, qui vont quitter, sinon pas quoi que ce soit pour remplacer. Et je pense que ça vaut la peine de l'essayer à ce moment-là, en sachant, bien sûr, encore une fois, qu'il faut avoir une discussion franche sur le souhait, c'est que toujours les bénéfices surpassent les risques. Réalisons que prescrire du Ritalin à quelqu'un qui n'en a pas nécessairement besoin pour un TDAH ou quoi que ce soit, ce n'est pas des molécules anodines. Donc, on peut entraîner des problématiques cardiaques, des psychoses, tout ça. Donc, il faut surveiller ces personnes-là. Mais si ça peut fonctionner, il faut juste bien surveiller et avoir une conversation claire là, avec la personne. Merci. Il y a une autre question de Pierre Michel qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a une stratégie nationale de diffusion ou de sensibilisation auprès des médecins du Québec sur l'approvisionnement plus sécuritaire? Qu'en est-il? Stratégie nationale, je n'irai pas jusque-là. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a publié notre guide sur la pharmacothérapie de remplacement, c'est un guide qui a été publié nationalement, qui a été diffusé à très, très grande échelle. Et même les universités, certains ordres professionnels, le ministère nous ont soutenus dans la diffusion. Et ça a été fait au vu et au su et du ministère et des ordres professionnels. Par contre, première chose. Deuxième chose, je réitère, c'est une nouvelle pratique
qui n'est pas encore très, très bien installé, ni basé sur beaucoup de données. Il y a plusieurs recherches qui sont en cours actuellement et qui se mettent en place. Donc, je pense qu'on va avoir à très, très court, moyen terme les données plus solides pour asseoir cette pratique-là. Mais c'est encore très inconfortable au niveau de la pratique, raison pour laquelle actuellement on a un groupe de discussion entre équipes qui font du Safer Supply pour se soutenir puis pour voir comment on implante cette pratique-là et on essaye de communiquer avec les autres groupes à travers le Canada. Il y a probablement une communauté canadienne qui s'en vient aussi pour remettre tout ce beau monde-là ensemble, mais on est encore sur des bases très, très molles. Après, en toute transparence, je pense qu'avant de demander à, par exemple, des prescripteurs de première ligne non expérimentés de prescrire du Safer Supply alors que c'est une pratique molle, novatrice, qui habituellement prend un clinicien expérimenté qui est capable de voir tous les tenants et aboutissants, de peser les pour et les contre. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout que la première ligne des prescripteurs puisse prescrire les traitements usuels de la dépendance et on n'est même pas là actuellement. Raison pour laquelle on souhaite rendre obligatoire la formation en dépendance sur l'ensemble des bancs d'école pour dire quelque chose des futurs médecins, mais on a maintenant les IPS qui contribuent. On est loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cursus de formation obligatoire pour plusieurs des professionnels de la santé en dépendance. Et donc, dire qu'un médecin, une infirmière peut sortir des bancs d'école et n'avoir aucune ou quasi aucune exposition au traitement pour dire quelque chose de la dépendance aux opioïdes. Donc, on a travaillé très, très fort, mais il reste encore des croûtes à manger. Et ça, c'est mon opinion. Je ne pense pas que c'est réaliste actuellement de demander ça à la première ligne qui est encore mal à l'aise avec un sevrage d'alcool, pour dire quelque chose. Mais ce que vous nommez aussi, c'est que si ce qu'on veut, c'est démocratiser le Safer Supply, tant qu'on va y aller sur des individus prescripteurs, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, on est en train de réfléchir collectivement à mots couverts à décriminaliser ou légaliser. Et tant qu'on ne dira pas ces mots-là ou qu'on ne réfléchira pas de façon plus macro aux politiques publiques, je pense que ça va être très, très difficile. Donc, le Safer Supply, c'est une alternative, mais ça ne pourra jamais être une alternative qui va rencontrer l'ensemble de nos besoins de santé publique actuellement. Donc, peut-être qu'il faut aussi réfléchir un petit peu plus largement que ça. Une dernière question, Marie-Ève, je te donne pas plus que 40 secondes pour y répondre cette fois-ci. Il y a quelqu'un qui demandait de clarifier par rapport aux IPS parce que ça semblait pas clair à savoir, est-ce qu'un IPS peut prescrire, pas prescrire? Qu'est-ce qu'il y en est? C'est quoi la nouvelle arrivée des IPS? Je pense que juste de clarifier un peu qu'est-ce qui peut être fait par une IPS. Bien, tout IPS n'a pas les mêmes droits là, par ailleurs. Donc, je nous rappelle que nous avons des IPS PL, donc première ligne, et nous avons plusieurs sortes d'IPS, mais des IPS PL et des IPS santé mentale. La plupart des IPS peuvent vraiment faire l'évaluation, le traitement de la plupart des conditions de santé physique et l'IPS santé mentale va pouvoir aller aussi dans le domaine de la santé mentale. Là où il y a vraiment de la nouveauté, où ça donne un peu de l'air, c'est que les IPS santé mentale vont pouvoir amorcer les traitements agonistes opioïdes et les IPS PL vont pouvoir continuer une prescription et l'ajuster s'il y a eu leur collègue médecin là, qui a fait le diagnostic et qui a fait l'amorce. Donc, ça donne vraiment plus d'eau au moulin là, pour avoir des gens qui vont être des prescripteurs de TAO, ce qui est vraiment intéressant. L'enjeu qu'on retrouve encore une fois pour l'instant, c'est qu'on a comme créé un peu les IPS sur le modèle des médecins avec des cloisons. Donc, l'IPS première ligne qui va faire un peu plus de la santé physique, maladie chronique, puis tu as l'IPS santé mentale qui va faire plus parce que, mettons, le volet plus psychiatrique, psychologique, santé mentale, mais dans le fond, ce que nos personnes ont besoin, c'est évidemment de tout ça au même endroit. Donc, à part nos quelques super IPS qui sont peut-être avec nous, qui se sont développés et qui font l'ensemble, mais c'est sûr que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un one-stop shop où la personne peut avoir accès aux soins de maladies chroniques, à son dépistage pour les ITSS, sa vaccination, son début du traitement agoniste, puis qu'elle ne soit pas obligée de voir une nouvelle personne à chaque fois. Alors,
il y a encore cet enjeu-là où les IPS en santé mentale actuellement au Québec sont beaucoup formés avec une visée santé mentale et très, très peu ont une très grande formation en dépendance. Mais c'est en train de changer et plusieurs de nos équipes commencent à avoir ça, mais il faut comme reprendre un peu la formation au niveau de la dépendance. Donc, c'est pas systématique pour les IPS en santé mentale d'être formés en dépendance sur les bancs d'école, à moins qu'elles ne le veuillent et qu'elles ne le cherchent, alors que c'est ce qu'on souhaiterait pour tout le monde. Puis, vu que vous ne m'avez pas arrêté, j'ai en profité que je n'ai pas passé mon 40 secondes, juste pour dire une dernière chose par rapport au site de prévention des surdoses. Je souhaite que vous écoutiez là, ce que Richard Cloutier a à nous dire là-dessus, puis que vous regardiez notre boîte à outils. Mais je voudrais quand même souligner que c'est vraiment quelque chose de simple maintenant en période COVID. Donc, je nous invite vraiment collectivement à profiter de ce momentum-là, peu importe où vous êtes, que vous soyez du réseau de la santé ou du réseau communautaire. On a des beaux exemples actuellement en Outaouais, à Val-d'Or, tout ça, qui ont fait en sorte que la COVID nous a permis d'aller de l'avant. Donc, je pense qu'on a un momentum collectif pour aller de l'avant avec ça qui est bienvenu et je souhaite que ce qu'on vous a fourni dans la boîte à outils va vous faciliter la vie pour pas que vous ayez à recommencer quoi que ce soit. Puis je vous invite vraiment à nous faire un petit coucou si vous avez besoin d'aide, mais je souhaite que vous reteniez que c'est rendu vraiment, vraiment simple à mettre de l'avant. Je m'arrête, c'est correct. Bon, alors Marie-Ève qui a dépassé son 40 secondes puis qui a pris 2 minutes. Donc, merci beaucoup Marie-Ève pour la présentation, c'est très apprécié. Il y a d'autres choses qui s'est dit aussi dans le chat pendant que tu finissais ton explication qui est important aussi à saisir. Puis je veux quand même prendre le temps de le dire. Violaine disait qu'il ne faut pas non plus négliger la première ligne parce que si la première ligne travaille main dans la main avec des médecins qui sont plus expérimentés, il y a une possibilité d'avoir une belle collaboration puis d'assurer une plus grande couverture là, pour les personnes qui ont besoin d'avoir des soins et des services. Donc, voilà. Je remercie aussi Thierry d'avoir été avec nous pour la présentation. Et juste avant de passer au mot de la fin, si Marie-Ève, tu pouvais faire le partage d'écran juste pour qu'on vous rappelle qu'il y a un événement provincial qu'on organise également le 23 mars prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Annie va mettre le lien pour pouvoir y aller. C'est une journée, pas une journée parce qu'avec la COVID, on essaie de diminuer les présentations, là, mais une demi-journée sur opioïdes et approvisionnement plus sécuritaire. Ça va être le résultat des travaux qu'on fait depuis longtemps sur l'utilisation de la morphine à libération lente unicotidienne. Donc, on vous invite à aller vous inscrire au lien qui se trouve dans le clavardage. Et sans plus attendre, j'inviterai Jérôme Benedetti à ouvrir sa caméra et son micro pour pouvoir faire le mot de la fin. Bonjour. Merci à tous. Je vous remercie au nom de toute l'équipe qui a travaillé aujourd'hui pour vous présenter cet événement. On était plus de 300 inscrits de plein de disciplines différentes en fait, et ça démontre l'intérêt que tout le monde a pour trouver des solutions à la crise que les consommateurs vivent au Québec et puis partout ailleurs aussi. Pour faire un petit retour sur l'événement aujourd'hui, on s'était réunis parce que la crise des surdoses, elle s'est aggravée avec la crise du Covid et que les problématiques se sont ajoutées pour les personnes qui vivent en situation de précarité extrême. Je voulais aussi dire que, comme on l'a répété aussi pas mal de fois, il y a des solutions qui existent. Il y a les traitements injectables, agonistes opioïdes, le safer supply, l'approvisionnement plus sécuritaire et l'ouverture de sites de consommation pour aider à endiguer cette crise. On doit promouvoir ça le plus largement possible parce que pour être efficace, il faut que ça soit vraiment diffusé partout et puis surtout où les besoins ils s'en font ressentir. À ce sujet, la dernière stratégie nationale de prévention des surdoses qui prenait fin en 2020, je trouve qu'il y aurait quelque chose pour la prochaine à proposer. Ça serait vraiment, comme le disait Marie-Ève, d'inclure, commencer à inclure, à penser à une décriminalisation et puis une légalisation, une régulation, peu importe comment on le pense, on le voit, mais ça serait vraiment judicieux de penser à inclure ça dans la prochaine.
Et puis, parce que le système de prohibition, en fait, il n'arrête pas d'être problématique et puis de créer plus de problèmes finalement que ce qui existe, qui pourrait exister réellement. Ça, c'est dit. Je m'en sors pas très bien. Oui, je voulais présenter aussi le site web et puis les capsules vidéo qu'on a été faire partout, partout où il y en a, c'est-à-dire pas beaucoup, juste 3 pour l'instant. On va vous laisser avec la présentation de cette vidéo pour ceux qui veulent rester. Et puis, encore une fois, on vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à cet événement. Vous pouvez aller sur le site web. On vous remercie énormément pour votre participation à l'événement. On est très content de vous avoir eu avec nous et on espère que les outils qu'on a fabriqués, qu'on a pu mettre en place, vont pouvoir vous servir pour la suite des choses dans l'ensemble de vos services et dans vos projets.